Et je suis là dans tous les cas. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce nouveau live. À partir de maintenant, vous avez un Patreon qui est gratuit. Toutes les informations seront gratuites sur le Patreon pour le moment. Vous pouvez aller vous y abonner. Pourquoi? Puisque les lives seront en version Director's Cut, donc ils seront voilà, toujours chapitrés, mais non découpés. Donc vous aurez toutes les informations, vous aurez toutes les interactions avec le chat sur la version Director's Cut sur le Patreon, la version YouTube, donc ça vous permettra voilà, d'avoir toutes les interactions, les discussions que je coupe lors de la version que je mets sur YouTube pour avoir un petit peu plus de fluidité dans une version plus courte qui est disponible sur YouTube et en podcast. Et sur le Patreon, vous aurez au mieux les choses toujours quelques heures, enfin au pire quelques heures, au mieux quelques jours avant leur sortie officielle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner sur le Patreon, patreon.com/critflixmedia. Pour le reste, si vous voulez, si vous avez de l'argent en trop, il y a un petit abonnement à 1 € qui vous permet de pouvoir soutenir tout simplement la chaîne. Voilà, si vous voulez pas donner directement à Twitch ou ce genre de choses, vous pouvez donner 1 € sur le Patreon. Personnellement, j'attends pas d'argent spécialement. Je veux dire, je suis pas en train de créer ma boîte. Je demande pas. C'est pas de la, c'est pas de la demande main, enfin paume vers le haut. Donc voilà, ne vous en faites pas. Le Patreon pour l'instant reste entièrement gratuit. En fin d'émission, il y aura une annonce puisque j'ai eu une interview hier avec quelqu'un et du coup ça sortira la semaine prochaine. Je vous annoncerai le nom de la personne d'ici la fin de ce live, de cette matinale. Donc voilà, on va tout de suite passer aux news avec la première news et ce fameux Pass Culture qui alerte la plupart des professionnels du cinéma et de la culture en général, puisque si vous ne le savez pas, le Pass Culture est une application, une enveloppe qui est offerte aux adolescents de 15 à 18 ans. Tous les ans, ils ont droit à une certaine somme qu'ils peuvent dépenser en culture, que ce soit à la FNAC, que ce soit dans des magasins, dans des pièces de théâtre. Tant que ça concerne la culture, livres, théâtre, musique, cinéma, ils peuvent dépenser de l'argent grâce à cette application et aux partenaires, bien sûr, de l'application. La plupart des cinémas en font partie. Ils ont la possibilité de charger leur séance sur le Pass Culture. Et ensuite, donc, l'adolescent peut acheter ses places directement sur le Pass Culture et le cinéma est remboursé après. Ce qui est une très bonne chose, ça permet... Enfin, ce qui est une très bonne chose. On va le voir, ça, tout doucement, mais c'était parti d'une bonne intention de donner cette enveloppe qui n'était pas forcément accessible aux parents pour que l'enfant puisse dépenser un petit peu d'argent pour la culture en général. Ce qui était attendu de la part privée, donc ce que les fonds qui sont réceptionnés par l'adolescent, c'était que ça permette une plus grande ouverture d'esprit de l'adolescent et d'aller vers des lieux culturels ou des matériaux culturels plus larges, par exemple un enfant, un adolescent par exemple qui n'est jamais allé au théâtre va pouvoir se payer une place de théâtre, un enfant qui ne lit pas beaucoup ou un adolescent qui ne lit pas beaucoup va pouvoir s'acheter un livre grâce à ce pass culture. Il s'avère effectivement, alors une autre règle à savoir, c'est que la personne ne pourra jamais dépenser 2 fois la même chose sur le pass culture. Il ne pourra pas acheter 2 fois le même livre, il ne pourra pas prendre 2 places pour le même film. Par exemple, s'il a beaucoup aimé le dernier Deadpool et Wolverine, il ne pourra pas reprendre une place pour ce film-là. Le film est catalogué, ça ne fonctionne pas. Il ne pourra pas aller voir 2 fois la même pièce. Le but est d'élargir au maximum et qu'il n'y ait pas de redite culturelle pour l'enfant. Ce qui est plutôt une bonne chose, effectivement, ça lui permet de, voilà, d'aller voir un panel plus large. Ce qui a embêté, par contre, le ministère de la Culture dans un premier temps, c'est qu'ils ont remarqué alors déjà, il y a tout un truc de la Cour des comptes qui est allé fouiller dans le pass culture, apparemment trop d'argent dépensé par rapport à ce que ça rapporte. Enfin, de toute façon, ça rapporte rien, c'est de la culture. Mais en gros, les fonds n'auraient pas été bien maîtrisés par rapport à la création de l'application et la gestion des fonds qui auraient été donnés au pass culture, à la création de l'application, par rapport à l'utilisation qu'en font les ados. Bon, ça c'est une question sur laquelle moi je ne vais pas m'approfondir parce que je ne m'y connais pas assez, je n'ai pas été lire l'article en entier. Donc, juste pour vous dire que vous pouvez aller faire des recherches sur la Cour des comptes qui est allée un peu fouiller dans le pass culture et ça sent pas très bon pour eux. Ça, c'est dit. Ce qui gêne le plus, par contre, le ministère de la Culture et Rachida Dati,
qui est notre ministre de la Culture, c'est surtout que il n'y a pas cette ouverture d'esprit culturel chez l'adolescent. C'est-à-dire que si un adolescent aime les mangas, il va utiliser son pass culture pour acheter des mangas. S'il aime le cinéma Marvel, il va aller voir des films Marvel. Ce qu'il aurait été voulu par le ministère de la Culture, c'est une ouverture sur la culture, c'est-à-dire que un adolescent qui lit des mangas se décide à aller voir une pièce de théâtre. Un adolescent qui adore le théâtre va plutôt aller chercher de la musique, par exemple, aller chercher un album de musique ou se prendre, voilà. La plupart des adolescents ont utilisé leur compte pour aller acheter des mangas, pour prendre un abonnement 10 heures sur 3 ou 4 mois, ce genre de choses. Donc, effectivement, ça n'a pas trop plu au ministère de la Culture qui espérait une plus grande ouverture d'esprit des adolescents. Loin de moi l'idée de vouloir dénigrer les personnes de 15 à 18 ans, mais quand on est un ado, on se passionne pour une chose en particulier, et l'ouverture d'esprit, elle n'est pas forcément au beau fixe à ce moment-là. On fait des fixettes, c'est normal, on est un adolescent. Donc si on aime les mangas et qu'on nous donne 30 à 50 balles, voire 300 balles à dépenser dans la culture, et que dans cette culture il y a les mangas, on va acheter des mangas. Ça paraît logique. Il y a peu de chances que si l'application n'est pas faite correctement, l'enfant n'aille pas vers une nouvelle possibilité culturelle en dehors de ses passions. C'est quand même assez compliqué. Donc ça, c'est la première chose, c'est que le ministère de la Culture n'était pas vraiment content des résultats du Pass Culture, puisque voilà, les adolescents étaient assez obtus et restaient sur les mêmes thématiques quand ça leur plaisait. Donc forcément, le théâtre n'a pas forcément gagné en pourcentage de fréquentation. Ce qui aussi a été remarqué, c'est qu'une fois que l'enveloppe est vide, l'adolescent arrête d'être curieux. C'est-à-dire que en fait, ça ne le lance pas dans une passion quelconque. On remarque que les gamins qui sont allés voir une pièce de théâtre parce qu'il leur restait 20 balles sur le pass culture et qu'ils se sont dit tiens pourquoi pas, ne sont pas retournés forcément en théâtre à la suite de ça. Les adolescents qui ont utilisé le pass culture pour venir au cinéma n'ont pas été au cinéma après, n'ont pas trouvé les fonds, n'ont pas demandé les fonds à leurs parents pour aller au cinéma après avoir dépensé la somme totale de leur pass culture. Donc ça, c'est aussi une deuxième chose qui a été reprochée euh, au pass culture et à la façon aussi, c'est pas forcément que la faute de l'adolescent, c'est la façon dont a été faite l'application, peut-être un peu dans la précipitation, ça n'a pas été compris. Après, c'est une application qui est neuve. Si vous regardez Facebook ou Instagram, c'est des applications qui ont évolué au fur et à mesure des années, que ça soit, bon c'est le mauvais exemple parce que le fact-checking a été annulé sur Facebook et Instagram, donc voilà, c'est pas le bon exemple, mais pour vous dire qu'il y a plein de choses, les applications de rencontres par exemple, sont des applications qui ont très certainement évolué pour permettre une meilleure protection, par exemple, de la jante féminine, ou une meilleure protection face au harcèlement, ce genre de choses. Donc voilà, c'est des évolutions qu'on a des outils numériques qui peuvent se faire au fur et à mesure des années. Ça ne veut pas dire que le pass culture va s'arrêter, ça veut juste dire que si le ministère de la Culture met un peu son nez dedans, il y aura peut-être des restrictions au niveau de l'achat qu'on peut faire par mois, par semaine, par an de notre enveloppe du pass culture, en tout cas chez les adolescents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que le pass culture a été aussi délivré aux écoles et aux établissements scolaires, une enveloppe générale située entre 20 et 35 euros, si je ne me trompe pas, par élève et par établissement, en fonction de leur âge. Donc, et ça a été étendu. Au début, c'était uniquement pour les âges du pass culture, donc du cycle 4 jusqu'à la terminale, donc de 15 à 18 ans, en gros, ils avaient calculé une enveloppe par nombre d'élèves et par établissement en disant, ben voilà, vous avez une enveloppe de temps pour pouvoir aller faire des sorties culturelles avec vos élèves, que ça soit dans un musée, au cinéma, des sorties en dehors du cadre d'école et cinéma, par exemple, ou ce genre de choses. École et cinéma peut être payé avec le pass culture, ce qu'on appelle donc la part collective. Ce qui a été mal compris déjà par les cinémas, moi le premier, et par les établissements scolaires, c'est que cette part collective n'était pas une enveloppe délivrée à chaque établissement, mais enfin si déjà de base, mais surtout que c'était une enveloppe générale qui n'a pas pour but d'être bloquée pour chaque établissement. C'est-à-dire que votre collège, le collège qui est à côté de chez vous, n'a pas reçu une somme bien précise que lui seul peut dépenser. Apparemment, c'était une cagnotte globale
qui a été calculé en fonction du nombre d'élèves 2024-2025 sur le nombre d'établissements en France. Le problème se pose que forcément certains établissements vont plus vite dépenser cette somme que d'autres, puisque plus d'accès à la culture, plus de facilité de transport. Moi, je vis dans une région où il est très difficile pour les écoles de pouvoir se déplacer sans un bus au lieu de culture. Et donc forcément, ça crée des soucis d'organisation. Donc il y a très peu de séances scolaires dans l'année. Il y en a peut-être 2, 3, 4 grands maximum sur une année. Plus tout ce qui va être fait culturellement à l'extérieur, en dehors du cinéma, que ce soit un musée, une pièce de théâtre, payer peut-être des comédiens pour venir à l'école. Tout ça a un coût qui n'est pas utilisé de la même façon dans chacune des écoles en fonction de l'accès à la culture. Et on va pas se mentir, dans les grandes villes, c'est plus facile d'avoir accès à la culture pour les écoles que dans les zones rurales. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le ministère de la Culture a dit non, non, mais en fait, l'enveloppe globale, elle est de temps. Et le pass culture de réagir et de dire à tout le monde, eh bien, on est vraiment désolé, mais il ne reste que 75 millions d'euros jusqu'à juin 2025. Ça peut vous paraître énorme, mais c'est très peu par rapport au nombre d'élèves et par rapport au nombre d'écoles qu'il existe en France et le nombre d'activités culturelles que souhaitent faire les écoles. C'est très très peu. Donc ce qui se passe, c'est que l'AFCAE et la FNCF ont décidé de porter un message, alors un message qu'on reçoit en boucle. Je veux dire, on a compris, les gars, je suis désolé, je vais être un peu méchant, mais ça peut être le 4e ou le 5e mail que je reçois en à peine une semaine qui nous dit prenez vos précautions, faites de la réservation d'école dès maintenant pour être sûr de faire partie de l'enveloppe restante jusqu'à juin 2025. Et c'est la course à celui qui aura réussi à avoir la part la plus grosse. Moi, personnellement, c'est ça qui m'inquiète. Je n'ai pas fait de demande aux écoles, je vis en zone rurale. Je sais que les écoles ont énormément de mal à se déplacer puisque les bus sont rarement accessibles à volo. Donc, j'ai décidé de ne pas faire cet appel aux écoles pour qu'elles réservent des séances, puisque je sais que la plupart du temps, on va me dire, bah oui, mais à quelle date, etc. Et le temps que ça se décide, de toute façon, l'enveloppe, elle va être réduite, et il y a très peu de chances qu'on puisse y avoir accès le temps qu'on décide d'une date. À la différence, par exemple, d'une école qui vit à côté d'un cinéma en grande ville, qui peut y aller à moins de 15 ou 20 minutes à pied avec les élèves, et bien là, vous appelez le cinéma, bonjour, séance demain, merci, au revoir, c'est terminado. Et là, on n'a plus du tout le même accès à la culture. On a un souci par rapport à ça, et il faut bien comprendre que les zones rurales, malgré tous les efforts qu'on essaye de fournir, ne peuvent pas avoir accès à la culture de la même façon que les zones de grandes villes. Donc ça, c'est assez problématique. Donc, le plafond a été fixé à 50 millions d'euros pour la période de janvier à août 2025. Dès que ce plafond a été atteint, de nouvelles réservations ne pourront plus être effectuées. Donc c'est ce que je vous expliquais. Les réservations déjà confirmées avant ce blocage de l'enveloppe sont maintenues dans tous les cas. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui ont réservé, mais qui pour une date ultérieure à janvier 2025, ne sont pas affectées par cette enveloppe des 50 millions d'euros. Le budget de la part collective a été rehaussé en 2025 à 72 millions d'euros. Malgré ça, apparemment, ça n'a pas suffi. Donc il y a encore un souci par rapport à ça. Donc en fait, le Pass Culture a été créé en part collective aussi pour faciliter avec les outils numériques le système de réservation. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est peut-être pour ça aussi que le budget a été dépassé, c'est que n'importe quel acteur culturel qui se dit acteur culturel, ça peut être un acteur qui fait des formations, ça peut être un intervenant clown de spectacle, ça peut être une troupe de théâtre itinérant, ça peut être un cinéma, ça peut être un musée, ça peut être n'importe qui. N'importe quel acteur culturel qui fait partie du Pass Culture peut créer une activité qui sera, elle, automatiquement relayée à une plateforme qui s'appelle Adage. Adage est une plateforme accessible pour les professeurs et les instituteurs, donc tout le corps professoral, pour pouvoir choisir des activités pour les élèves et s'y inscrire automatiquement et donc dépenser la fameuse enveloppe du Pass Culture automatiquement avec l'accès à la facture une fois que c'est terminé. Donc cet accès plus facilité à des activités culturelles font forcément que ça entraîne une envie de faire plus d'activités pour les enfants.
et donc forcément une dépense bien plus importante, en tout cas beaucoup plus rapidement qu'à l'époque où il fallait trouver les acteurs culturels, les appeler, demander un devis, etc., etc., etc. Moi, il y a deux activités permanentes qui sont disponibles. C'est la possibilité pour moi de me déplacer dans les écoles euh, pour, euh, pour parler du cinéma et de l'exploitation cinématographique, ce que je fais entièrement gratuitement. Je l'ai noté gratuitement sur le Pass Culture. Et l'autre, c'est simplement la possibilité d'une séance. Donc voilà, on a la possibilité d'une séance, j'ai noté le tarif, la personne dit ok, on vient tel jour, telle heure, ok, bah, le tarif a été noté, il est de temps, donc le film sera à tel prix. Donc voilà. Au niveau de ce pass culture, c'est difficile de prendre position puisque de base ça partait d'une bonne intention, dans tous les cas, de vouloir permettre un accès à la culture facilité pour les écoles au niveau collectif, etc. Malheureusement, cette coupe budgétaire, elle fait très très mal. Et c'est pas qu'au cinéma. Moi, je suis dans l'exploitation cinématographique. On a reçu des rappels de la FNCF et de l'AFCAE qui nous alertent sur cette part collective. D'accord, mais en fait, on a tout les corps culturels qui ont été prévenus, les musées, les salles de théâtre, les troupes itinérantes, toutes les personnes qui font partie d'un collectif ou d'un syndicat ont forcément reçu ce mail qui dit ben, attention, il reste 50 millions d'euros, bourrez le bout à toutes les écoles pour essayer d'avoir un petit peu de la part du fromage. Ce qui est quand même assez dommage, plutôt que de monter au créneau tous ensemble, bah, je pense que c'est le cas, hein, dans tous les cas, il y a des corps, des personnes influentes dans ces syndicats-là ou dans ces fédérations-là qui vont forcément monter au créneau ou aller demander une part plus importante pour l'année d'après ou demander à ce que les choses changent pour avoir une meilleure répartition. Vous vous rendez compte que l'enveloppe est même pas répartie par région. C'est-à-dire qu'en fait, si la région parisienne décide de tout, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris, encore une fois c'est peut-être des recherches à aller faire, n'hésitez pas à mettre en commentaire si j'ai tort, mais ce que j'ai compris, c'est que par exemple si la zone parisienne décide de dépenser toute l'enveloppe du pass culture, sans le faire exprès bien sûr, mais voilà, si toute l'enveloppe est dépassée par la zone parisienne parce qu'ils ont un accès à la culture beaucoup plus important que moi en Saône-et-Loire, en zone rurale, et ben c'est tant pis pour notre pomme. La répartition, elle s'est pas faite par bâtiment, elle s'est faite sur le global, avec une enveloppe globale d'un budget de autant de millions d'euros pour l'année, chiffre que je n'ai pas d'ailleurs. Donc voilà, je ne vais pas dire de bêtises. Tout ce que je sais, c'est que de janvier à juin, il reste 50 millions d'euros et que ça fait quand même très peu. Donc j'ose supposer que ça devait être largement le double, voire le triple. Donc en fait, on devait être, à mon avis, dans les 150 millions d'euros peut-être sur l'année et répartis par trimestre. Là, il reste 2 trimestres. Il reste 50 millions d'euros. Ça paraît logique qu'en fait les 100 millions d'euros de base aient été dépensés sur un seul trimestre. Je pense. Encore une fois, c'est pas dans l'absolu, je n'ai pas les chiffres, donc je préfère ne pas me lancer là-dedans. Donc voilà pour cette première news sur le pass culture et la part collective. C'est un petit peu plus niche que ce que je vous fais d'habitude, c'est normal. C'est parce que je pense que les news habituelles des Césars, des Oscars, vous l'avez déjà dans le Critflix du vendredi où on fait des news un petit peu plus généralistes quand vous nous écoutez en podcast le vendredi matin. Euh, et en plus de ça, je trouve intéressant d'aller découvrir ces univers-là, ces univers qui sont un peu des univers de l'ombre, qui sont un peu plus cachés pour les personnes qui ne font pas partie de cet univers-là, qui ne font pas partie de ce monde-là. Donc moi, je me renseigne de mon côté pour mon travail, et ça me permet de vous transmettre l'information pour que vous puissiez, vous, soit faire les recherches de votre côté si ça vous intéresse, ou qu'on puisse en discuter ensemble, ou en tout cas, vous ne retrouviez pas bête lors d'une soirée où vous êtes la seule personne à ne pas faire partie de la FNCF, par exemple. Ça arrive, c'est assez rare quand on ne fait pas partie de l'exploitation cinématographique, mais on ne sait jamais. Voilà, vous êtes invité par une amie, actrice ou distributrice, et hop, elle vous dit, bah écoute, il y a un petit apéro FNCF là ce soir du côté de Strasbourg, bah viens avec nous, on va boire un coup, et là vous vous retrouvez, boum, avec des gens qui ne parlent pas du tout le même langage que vous, qui vous parlent distributeur, production, exploitation, semaine, fauteuil, siège, projecteur, et là, boum, qu'est-ce que vous faites? Non, sujet sur le tapis, ah mais c'est vrai, Netflix m'en a parlé, il y a la part collective qui est en danger au FNCF, et là, boum, vous vous retrouvez à être le mec au milieu de la soirée à qui tout le monde parle parce que vous avez le sujet brûlant du moment. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Critflix. Et oui, voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce sujet vous a plu. C'était la news numéro 1.
Alors, j'ai fait comme Brice de Nice, j'ai cassé la news numéro 2 parce que je pensais avoir une news numéro 2, mais je n'en ai pas. Donc, on va passer directement à la news numéro 3, qui est en fait la news numéro 2. Effectivement, vous avez tout compris et il n'y aura peut-être pas de news numéro 3. Je suis en train de regarder, il y a quelques petits trucs sur le feu. On en parlera peut-être un petit peu, des trucs un petit peu plus généralistes, justement. Mais là, on va rester dans le sujet de niche pour vous parler de la nouvelle série qui arrive bientôt le 14 février sur Disney +, et non pas sur Canal+. C'est bien de Bref 2 dont je vais vous parler. Bref, c'est une série de plus de 80 épisodes de 1 à 3 minutes chacune qui avait été diffusée sur Canal+ il y a quelques années et qui avait eu énormément de succès. Cette série avait eu une finalité, un épisode final, et bien que les fans avaient demandé à avoir une suite à cette série, ça n'avait jamais été le cas forcément, puisque Ken Kojandi avait dit que voilà, il n'avait pas les idées pour et que pour l'instant ça ne pouvait pas se faire. Bref, ça racontait l'histoire d'un trentenaire qui avait plein de galères, le montage était assez précis, il fallait que les épisodes fassent 3 minutes et racontent une histoire drôle et sensible à la fois, c'était très très bien écrit, les acteurs, ça a lancé énormément de talent, il y avait énormément de guest stars très connus aussi, mais c'est là qu'on a pu voir pour la première fois par exemple Baptiste Le Caplin ou... je vais pas y arriver, évidemment. Moi, là, je me lance dans un truc. Tu le sais, David, que les prénoms, c'est pas ton truc. Tu le sais, pourtant. Bérangère Grief, c'est ça que je cherchais. Bérangère Grief, par exemple, c'était voilà, une des premières fois qu'on la voyait à la télévision. Alice David aussi, qui a fait ses débuts à ce moment-là, mais qui avait déjà fait quelques rôles. Donc voilà, énormément de talents qui sont arrivés dans Bref et grâce à Bref et qui ont pu après pouvoir s'ouvrir au monde et au monde du spectacle. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Et donc là, je crois que c'était fin de semaine dernière, des panneaux à Paris qui notaient juste RE, donc RE, avec la typo très connue de Bref, ce fond noir, avec une typo, une police blanche très fine, marquée RE au lieu de Bref. Et effectivement, tout le monde s'est mis la puce à l'oreille en disant tiens, est-ce que c'est le retour de Bref? Effectivement, le soir même, dans Quotidien, sur TMC, Kian Kojandi est venu faire la promo de Bref, qui va arriver sur Disney+, le 14 février prochain. Alors, quid de Canal+, effectivement, là, ce sera une série de 6 épisodes de 30 minutes, et non plus 80 épisodes de 3 minutes, une décision qui a été prise apparemment par Kian Kojandi pour pouvoir raconter ce qu'il avait envie de raconter dans cette nouvelle aventure, où là, il n'a plus 30, mais 40 ans. Il y a de nouvelles choses qui lui sont arrivées, de nouvelles galères vont lui arriver. Et donc forcément, ça invite à de nouveaux sketchs et de nouvelles drôleries. On y voit toujours les mêmes guest stars qui réapparaissent pour pouvoir faire des petits caméos, soit liés à la première saison de Bref, soit pour de nouvelles vannes. Mais on a aussi des nouvelles comme Laura Felpin qui débarque en colocataire de Kian Kojandi. Colocataire, donc quarantenaire, tous les deux. Je crois que non, Laura Felpin est plus près des 30 que des 40, mais bon, bref, là n'est pas la question. Mais voilà, en tout cas, 6 épisodes de 30 minutes sur Disney+, mais je pense que vous étiez déjà au courant. Ce qui se pose comme petite question, c'est que, je vais pas vous mentir, je me suis un peu emballé. Vous le savez, on en parle souvent avec David, on est des fans. Oui, on peut dire qu'on est fan. On aime beaucoup. euh, on aime beaucoup Canal+. On aime beaucoup ce qu'ils proposent, les films 6 mois après leur sortie au cinéma. On aime beaucoup le fait qu'ils aillent jusqu'à 200 millions d'euros de dépenses pour le cinéma français pour produire du cinéma français de qualité. Parfois non, mais bon, c'est très difficile de faire tout le temps des bons films sur un simple scénario, mais l'attente en tout cas est là. L'argent a été distribué pour pouvoir faire des films. Et également les fans de sport qui ont Canal. Alors effectivement, il n'y a plus la Ligue 1. Le sujet a été ouvert à ce niveau-là à l'époque. Maxime Saada avait refusé de signer pour la Ligue 1 puisque Amazon s'était retrouvé à avoir des prix concurrentiels pour avoir accès à certains matchs de la Ligue 1 et Canal avait dit bah c'est pas juste, pourquoi eux et pas nous, ce qui est, je trouve, relativement normal. À partir du moment où vous arrivez en caisse et que la personne devant vous paye le lait 2 fois moins cher que vous pour la même quantité, il y a de quoi se poser des questions.
Donc effectivement, Maxime Saada était monté au créneau en disant bah, nous on prend pas la Ligue 1 puisque de toute façon au rapport des matchs que nous on va passer par rapport à ce que va passer Amazon, enfin Prime Video, c'est pas juste, donc on ne le prend pas. Surtout que les sommes étaient quand même astronomiques. Ça n'empêche que Canal+ a toujours la F1, ça n'empêche que Canal+ a toujours le Top 14, ils ont toujours certains autres sports mis en avant, mais je ne suis pas un gros sportif, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, il faut savoir que voilà, Canal+ est un acteur français très important de l'audiovisuel, puisqu'il présente des films, des émissions, des documentaires, il finance une grosse partie de leur programme là-dessus. Très peu de publicité, enfin très peu de régie publicitaire sur Canal, puisque tout est payé par les abonnés. Et depuis peu, la chaîne a été retirée, enfin Maxime Saada, avec le concours de ses actionnaires, a décidé de retirer Canal+ de la TNT, puisque C8 a été également retiré, donc effectivement il y a eu un petit peu de jalousie par rapport à ça, en disant, bon bah ça a été un peu gamin de dire, bon bah écoutez, vu que vous nous retirez C8, on retire Canal+. Depuis lors, Saada a été écouté au Sénat et il a expliqué qu'en fait la régie, mais ça je vous l'ai expliqué dans le dernier Netflix, mais je préfère vous le redire, que la régie entre les deux chaîne était la même et que, étant donné que Canal+ n'a quasiment aucun revenu publicitaire lié à la publicité en clair et que c'était C8 qui était principalement occupé par ça, qui ne servait à rien de garder Canal+, enfin qu'il était très coûteux plutôt de garder Canal+ sur la TNT si C8 était retiré. Vu qu'il n'y a plus de chaînes hormis C-Star et CNews qui ont qui sont des régies publicitaires différentes, euh, vu que ces deux chaînes-là, en fait, sont à part, et que C8 était avec Canal+, bah, du coup, il fallait mieux retirer Canal+, pour éviter des coûts supplémentaires. Malheureusement, il va y avoir des suppressions de postes, hein, quasiment, je crois que c'est quasiment 200 postes hein, qui vont être supprimés avec l'arrêt de la chaîne C8, puisqu'en plus, bon, bah, l'Arcom a un peu de mal à justifier de l'arrêt de la chaîne C8. Elle est totalement justifiée pour Énergie 12, puisque très peu de programmes inédits et des audiences très confidentielles pour Énergie 12 qui parfois est en dessous de sa petite sœur Chérie 25, mais si vous nous écoutez encore une fois de façon régulière avec David, vous le savez tout ça, que c'est très compliqué pour Énergie 12 de faire des chiffres cohérents, ou en tout cas importants, et donc l'Arcom l'a justifié ainsi. C8 malheureusement était la plus grande chaîne de la TNT, qui diffusait et des programmes de patrimoine et surtout des programmes en direct. Ce qui a gêné l'Arcom était plutôt la prise de position de Cyril Hanouna par rapport à certains sujets. Et malheureusement, c'est difficile de justifier au public français l'arrêt total de la chaîne quand on a une dent contre une seule émission sur 24 heures de programme. Voilà. Loin de moi l'idée, je ne me positionne absolument pas, attention, je vous sors les faits, je vous donne les faits. Saada, d'un côté, a dit c'est pas juste d'avoir arrêté C8, de l'autre côté, l'Arcom se justifie à dire que bah, vous avez trop déconné, on vous a prévenu plusieurs fois, maintenant c'est down. On a établi la théorie aussi avec David que l'Arcom a toujours été mis un petit peu au rebut et tout le monde s'est toujours un peu moqué de l'Arcom en disant bah vous êtes là mais vous faites rien et je pense que pris un petit peu dans leur ego, ils ont voulu passer à la vitesse supérieure, bah, bon, ils ont peut-être été un petit peu trop vite avec leur bolide et ont peut-être un petit peu dépassé la limite, mais bon ça c'est pas à nous d'en décider. Un sujet qui se fait voilà, en dehors des discussions qu'on a avec David, C8 présente énormément de documentaires et de sujets, soit sur la religion catholique, soit sur l'extrême droite, hein, comme il l'a annoncé dans l'ère Netflix. Un des derniers programmes diffusés par C8 sera un documentaire aux côtés de Bardella. Donc effectivement, l'Arcom a peut-être un petit peu été décontenancé par ce genre de programme. Il a préféré arrêter la chaîne pour dirons-nous, éviter la propagation d'idées en opposition avec les idées modernes d'aujourd'hui, quoi. Et voilà, des idées un peu plus libres. Ça, c'est à vous d'en décider, c'est pas à moi. Moi, je ne fais que théoriser, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Moi, l'avis que j'ai, c'est surtout le fait qu'on m'a pris de cours sur Internet, et à raison, en me disant, de toute façon, Kian Kojandi ne veut plus bosser avec Bolloré. La raison officielle de Kian Kojandi a dit, bah, c'est que Kojandi a dit, c'est le nouveau jeu après Jacques a dit.
Kojandi a dit que il avait proposé le projet à Canal il y a un certain temps et que Canal avait dit non. Alors, par économie de moyens, très certainement, puisque Canal est en déficit, hein, on le sait bien, c'est un petit peu compliqué pour eux en ce moment, parce qu'ils ont baissé le nombre de... Ils ont baissé le prix de leur forfait, en tout cas le prix initial du forfait, ils ont arrêté de faire de l'engagement, donc forcément c'est des sommes beaucoup moins importantes qui rentrent. Et pour l'instant, Canal s'en sort pas très bien. Donc, ils ont peut-être préféré faire des économies en ne finançant pas Bref. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que, encore une fois, Kojandi a dit que il ne savait pas combien avait coûté la série, que effectivement les moyens avaient été énormes, que Disney Plus avait mis ça, enfin avait laissé faire en gros, mais que lui il s'intéressait pas à la somme qui avait été dépensée. Moi, là, pour le coup, je vais vous donner mon avis. Je trouve ça un petit peu bizarre. Quelqu'un qui produit, réalise sa propre série après autant d'années à être dans l'audiovisuel, qui sait pas combien va coûter à peu près sa série, ça paraît bizarre. Donc, à partir du moment où on lui demande est-ce que le chèque a été plus gros que ce que vous a proposé Canal+, et qui répond je sais pas, j'ai pas vu combien ça avait coûté, ça me paraît quand même assez étrange. Parce que, bon, les sommes d'argent, elles sont quand même là, hein. Quand on arrive sur une journée de tournage, puisque lui il réalise la série en même temps qu'il la joue, il sait déjà combien lui s'est payé, il sait combien les autres acteurs ont été payés, puisque j'ose espérer que tous les acteurs ont été payés de la même façon, hommes et femmes sur le tournage. Il sait combien coûte une caméra, il sait combien coûte un jour de tournage, plus qu'à multiplier par le nombre de jours de tournage, et vous savez à peu près combien a coûté votre série. Il est clair que bref, la saison 1 a été faite avec des coûts très minimes. C'était des épisodes de 3 minutes qui étaient souvent huis clos, hormis les derniers épisodes qui s'étendaient un petit peu plus. On sait que le dernier épisode était filmé dans un parc. Je crois qu'il y a une vue de loin avec un plan grue voilà, qui s'éloigne tout doucement. Ça demande quelques fonds, mais en même temps, on était à la fin de la série. Elle avait déjà du succès, donc ils pouvaient se permettre de mettre un petit peu plus d'argent dedans. J'en arrive toujours pas à la question à laquelle je voulais venir pour cette nouvelle news, c'est la question Bolloré. Donc effectivement, la plupart des gens sur Twitter m'ont interpellé et sur les autres réseaux en me disant bah, de toute façon c'est juste qu'il veut pas bosser avec Bolloré. Alors certes, moi, Bolloré, je le connais pas. Je m'étais jamais vraiment intéressé à ce qu'il faisait. Je savais qu'il était considéré comme un sale type euh, au niveau de la France, et ça a l'air d'être le cas, hein. C'est un gars qui a de l'argent absolument dans toutes les plus grosses entreprises françaises qui auraient de l'influence, que ce soit de l'énergie ou de la culture, hein. Il a des parts chez Vivendi. Et chez Hachette, Vivendi qui s'occupe principalement, par exemple, de Universal Music. Hachette, bon, bah, vous connaissez, hein, c'est tout ce qui va être livres et magazines. Et vous avez également bah, forcément Canal+. Et toutes les chaînes du groupe Canal, que ça soit en clair ou en crypté. Donc Canal+, C8, CNews, C-Star. Euh, David l'a très bien dit, Bolloré, c'est un gars qui s'intéresse aux chaînes publiques. Pourquoi? Aux chaînes de la TNT. Pourquoi? Pour les revenus publicitaires. Il faut savoir que Canal+, ça ne l'intéresse pas. De notre théorie à nous, Canal+, ça ne l'intéresse pas, puisque ça rapporte de l'argent de façon tout à fait classique avec un abonnement. Donc les gens payent un abonnement et le revenu publicitaire est quand même très minime, il y a quand même très peu de pubs sur Canal+. L'avantage qu'ont C8 et C-Star, c'est qu'il va pouvoir cibler le public au niveau des publicités et au niveau des programmes. Si vous regardez les programmes de Canal+, c'est des programmes qui sont très libres. On a la possibilité, on va y aller. On va y aller, je vais vous montrer, ça va pas être très visible pour vous en podcast, mais je vais tenter de vous expliquer au mieux à quoi ressemble l'application MyCanal. Parce qu'il faut qu'on mette en avant aussi toutes les bonnes choses qui sont faites sur Canal et qui nous font douter de la prise de main, la prise en main de Bolloré sur l'application Canal+. Je crois que vous avez vu mon code. Non? Bah non, parce que c'est pas affiché, forcément. Donc, vous allez me dire que je suis naïf, et je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a, je pense, énormément de naïveté dans ce que je vais vous présenter à l'instant. J'arrive pas à retrouver mon truc. Là. Voici. Alors, hop, comment on fait déjà? Voilà. Voici comment est présenté. euh, Je vais vous passer. Est-ce que je peux vous passer ici? Oui. Voici comment est présenté bah, MyCanal, hein, tout simplement. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais, il manque un bout. Il en manque un bout. Hop là. Et vous voyez, je regarde vers le haut, en haut à droite, pour gérer ma fenêtre.
C'est pas la magie du montage, ça. Voilà. Donc là, vous êtes sur Canal. Voici Canal. Je vous présente Canal, Canal, le public, Canal. Donc, vous avez ici... Voilà, j'arrive pas à gérer mes fenêtres, je suis vraiment navré. Ça va, je vais y arriver, je vais y arriver. On va prendre le temps, c'est pas grave. Donc, vous avez ici la présentation de MyCanal. Si vous n'y êtes pas abonné, c'est voilà, c'est tout l'intérêt du truc. Donc là, il y a les programmes que je regarde en ce moment. Ce sera l'occasion peut-être d'en parler un jour si vous voulez. Nous sommes en direct, donc ici en direct vous avez les chaînes de télévision avec les programmes disponibles. Alors attention, ce n'est pas réglé de 1 à la chaîne maximum, c'est réglé par thématique. Les thématiques sont assez simples, ça va être les programmes enfants, l'information, le sport, les chaînes principales de 1 à 6, et ensuite les chaînes canal, et ensuite les thématiques. Voilà, donc ça c'est le programme, vous avez accès ici voilà, à tout ce qui est possible de regarder à la télévision actuellement, avec le multi-live bien sûr, pour pouvoir regarder plusieurs chaînes en même temps. On a le programme télé qui vous permet de savoir ce qui va passer à la télévision, bien sûr avec la possibilité d'avoir, forcément les chaînes Canal qui sont mises en avant d'autres chaînes. Faut savoir que, voilà, par exemple, Canal a une dent contre TF1 en ce moment, puisqu'ils ont refusé pendant un temps de payer pour être diffusé sur Canal+, et donc ils avaient coupé, donc forcément, voilà, la petite dent a amené TF1 à être un petit peu plus bas dans le classement. Ça, c'est autre chose. Et vous avez ensuite les chaînes et les applications. Ici, donc, forcément, tout le groupe de Canal, les applications qui sont disponibles en service vidéo, les chaînes que vous avez, donc les replays des chaînes, chaîne par chaîne, ou groupe par groupe en fonction, puisque là, vous avez France Télévisions aussi qui est disponible. Et ensuite, ici, Studio Bagel, Canal Story, Canal Outre-mer, Hello Canal, Canal Voix Green et Canal Cours Récréation. Vous avez ensuite, forcément, les services adultes et les médias digitaux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le et aussi. Ici, dans le et aussi, vous avez Studio Bagel, qui est un studio complètement indépendant. Enfin, complètement indépendant. Non, attention. C'est un studio financé par Canal+ en partie et qui a énormément, je trouve, de liberté dans ce qu'ils ont la possibilité de produire. On a Canal Story ici qui nous permet d'avoir tout ce qui va être production Canal+. Donc avec des choses relativement libres aussi, comme le Jamel Show, Brut, voilà, qui sont des programmes satiriques qui ont qui vont pouvoir faire la critique de choses assez euh, d'actualité, quoi. On a ensuite Canal Outre-mer qui va forcément avoir des programmes qui concernent les territoires d'outre-mer. Je suis désolé, je ne sais plus le nouveau terme. J'en suis vraiment navré et je m'excuse auprès de tous les habitants de là-bas. Oui, je sais, je dois être très insultant. Je suis vraiment navré. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment être le plus, voilà, le plus le plus dans l'acceptation possible. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. J'espère que je ne suis pas trop offensant. On a ensuite Hello Canal qui va s'occuper de tout ce qui va être programme LGBTQ+. Alors vous allez me dire, oui, non mais c'est facile à ce moment-là de proposer ce genre de programme, etc. Pas forcément. Allez sur les autres plateformes et regardez si ce segment-là, il existe. Est-ce qu'il existe ce segment-là? Je ne suis pas sûr. Ici, vous avez une tonne de programmes qui sont liés euh, soit à la transidentité, soit à l'homosexualité et à toutes les orientations sexuelles possibles. Vous avez ensuite Canal Voix Green, donc qui est la version un petit peu, voilà, qui va vous proposer des documentaires sur la protection de la planète ou ce genre de choses. Et ensuite Canal plus cours et créations, qui sont des créations Studio Canal, donc des courts-métrages, des choses comme ça qu'on va retrouver dans les festivals. Alors, comme je vous le disais, vous allez penser, je vais revenir ici, je vais vous remettre en face de moi, vous allez vous dire, oui, tout ça est bien naïf. C'est pas parce qu'ils font des choses ouvertes comme ça que c'est forcément leur état d'esprit. Je suis entièrement d'accord avec vous. N'empêche qu'il est là. À la différence de C8 ou CNews qui vont prôner des idées de droite ou d'extrême droite de façon tout à fait libre et, et ouverte, et ils se sont fait reprendre par l'ARCOM plusieurs fois à cause de ça, là, sur Canal, on a, je trouve, quand même la possibilité d'avoir une ouverture d'esprit un petit peu plus grande. Les gens se retrouvent quand même avec des propositions de films et de séries qui sont beaucoup plus ouvertes sur leur sujet et sur leur position politique que sur des chaînes comme C8, CNews ou C-Star. Voilà. Donc, je suis d'accord sur le fait que Bolloré, à 30%, il a la main mise sur Canal. C'est sûr et certain. Et sur toutes les chaînes, du groupe Canal. C'est sûr et certain. Et sur toutes les chaînes du groupe Canal. C'est sûr et certain. Et sur toutes les chaînes du groupe Canal. C'est sûr et certain. Et sur toutes les chaînes du groupe Canal. C'est sûr et certain. Et sur toutes les chaînes du groupe Canal. C'est sûr et certain. Et sur toutes les chaînes du groupe Canal. C'est sûr et certain. Est-ce que, pour autant,
refuser de produire des choses sur Canal+ est une bonne idée, j'y mets des doutes. Pourquoi? Parce que déjà, ne pas donner son argent à Canal pour ne pas le donner à Bolloré, c'est une chose. Ne pas donner son argent à Canal pour ne plus payer toutes les idées et les techniciens qui travaillent pour la chaîne Canal+, et pour les chaînes du groupe Canal+, c'est autre chose. Moi, je continue à payer Canal parce que je sais que tant que je paye Canal, je finance, entre guillemets, une partie du cinéma français. Puisque Canal étant le plus gros fournisseur, le plus grand, le plus grand, mince, comment je vais dire ça? Le plus gros producteur français, en fait, c'est celui qui donne le plus d'argent en France pour le cinéma français, c'est Canal. Donc, tant que moi, je donne ma petite partie à Canal+, et que ça, et refinance des films derrière, comme Enfant Phare, ou bien d'autres films, comme je pense que Emilia Pérez a dû être en partie financé aussi par Studio Canal. Studio Canal qui est une branche hein, intrinsèquement du groupe Canal+, et qui est une maison de production et de distribution. Eh bien, forcément, voilà. Donc, je vous avoue que moi, je suis encore engagé chez Canal. Je ne sais pas comment ça va se passer dans les mois à venir. Je ne peux pas arrêter mon forfait. Effectivement, beaucoup de personnes m'ont convaincu de peut-être arrêter de payer Canal+ parce que Bolloré. Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution. Ce mec-là est un mec riche qui se trouve dans des sphères auxquelles on n'a pas accès. Donc, notre possibilité à nous, c'est de demander qu'il se fasse évincer du groupe Canal par menace de ne plus prendre de forfait chez Canal+. Certaines personnes n'aiment pas non plus Maxime Saada parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche et que effectivement il peut paraître un petit peu enfant gâté quand il fait ses petites crises en ne payant pas d'un côté, en ne payant pas de l'autre, en menaçant le CNC de ne payer que 50 millions d'euros au lieu de 200 millions d'euros. Parce que Canal+ a eu, à la chronologie des médias, 9 mois pour 35 millions d'euros. Dans un sens, je m'en veux un petit peu, mais je le comprends. Je le comprends, toujours la même chose. Vous avez votre brique de lait, la personne devant vous va la payer 50 centimes, et vous, pour la même brique de lait, on va vous demander 2,50 €. Pourquoi? C'est ça la question, c'est pourquoi un avantage comme celui-là? Parce que Disney a menacé de ne pas sortir ses films au cinéma? À ce moment-là, la question se pose. Est-ce qu'on a encore besoin de Disney au cinéma? Oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que vraiment, à terme, sur le long terme, en refusant à Disney ce genre de brimade, enfin ce genre de caprice, est-ce que à long terme, on pourrait pas s'en sortir sans eux? Est-ce que c'est pas eux qui finalement reviendraient la queue entre les jambes en disant bon bah effectivement c'est vrai qu'on a besoin du cinéma en France parce qu'on gagne plus autant d'argent si on fait pas de la diffusion en France. Euh, Ils ont fait 28 millions d'entrées. Je veux dire 28 millions d'entrées c'est énorme. Est-ce qu'ils sont en capacité eux de nous menacer? Parce que l'argent leur vient à eux. Effectivement, sur les 28 millions d'entrées, il y a une partie du coût qui est revenue au CNC, qui est non négligeable. Mais quel pourcentage par rapport au nombre d'entrées totales en France en 2024? C'est ça la question. Donc voilà. J'ai fait mes recherches sur Bolloré, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. J'ai fait mes recherches sur Bolloré. Effectivement, ça n'a pas l'air d'être un type très sympathique. Il est quand même, voilà, il est quand même dans des entreprises qui ne sont pas ouf. Et surtout, il a des idées qui ne sont pas progressistes et qui, malheureusement, sont même à l'inverse du progrès. Et ce qui me désole énormément. Euh, j'ai pas d'avis sur Bolloré en général, mais ce que je regrette, c'est qu'il soit l'image de Canal+, alors que Canal+, c'est bien plus que ça. Canal+, c'est quand même l'image du cinéma en France, avec la possibilité d'avoir une liberté d'expression dans les films qui est quand même, je trouve, assez grande. Donc voilà, encore une fois, je suis peut-être utopiste, c'est peut-être moi qui ne vois pas clair, et je vous invite vraiment à venir dans les commentaires de cette vidéo, si vous regardez sur YouTube, ou tout simplement à venir m'écrire sur Instagram, pour qu'on en discute, parce que ça m'embête un petit peu. C'est comme quand, alors là, on est complètement dans un front politique, mais c'est comme quand le nouveau Front Populaire a été créé et que personne n'a voulu voter pour le nouveau Front Populaire parce que des membres de LFI, parce que LFI s'était joint à la NFP et que LFI c'est forcément, bah voilà, j'ai oublié son nom, encore une fois, comme d'habitude. Ah là 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 là, comment il s'appelle l'autre là? Euh, Enfin lui là,
Voilà, vous voyez. Bon, j'ai la flemme de retrouver son nom. Jean-Luc Mélenchon, voilà. Les gens voulaient pas voter NFP parce que LFI et parce que Jean-Luc Mélenchon était en mode, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui là-dedans. Tu vois, il y a forcément des choses qui, tu vois, qui prennent une autre décision. Donc, est-ce que la solution, elle n'est pas ailleurs que de ne pas voter pour Canal+? Est-ce que la solution n'est pas ailleurs que de refuser l'argent de Bolloré? C'est pas l'argent de Bolloré, c'est l'argent des abonnés, finalement, quand on va chercher de l'argent chez Canal+. Bolloré, lui, il injecte pas de l'argent dans Canal+. Il est actionnaire à 30%, il gagne de l'argent, lui, grâce à Canal+. Mais finalement, l'argent des abonnés, c'est lui qui soutient Canal et c'est lui qui permet des projets comme Bref, comme Brut, comme les Lascar. Donc voilà, d'où viennent les fonds et est-ce que ces fonds-là sont vraiment... euh, Parce que Canal Plus est en déficit. Donc si je comprends bien le truc, normalement, Canal Plus ne rapporte pas d'argent à Bolloré, si on suit cette logique-là. Mais par contre, C8 perd de l'argent aussi. C-Star, par contre, lui qui rapporte de l'argent à Bolloré. Voilà. Après, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'en fait, Bolloré prend sa part dans ce que gagne Canal+, et c'est ce qui fait que Canal+, est dans un trou. Ça, j'en sais rien. Je sais pas comment les actionnaires fonctionnent, je ne comprends rien à la bourse, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que Bolloré gagne des milliards par an, et que c'est un sale type. Ça, c'est clair et net. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est Canal qui doit payer pour ça? Voilà. Ça me paraît un petit peu plus étriqué comme question. Donc, je vous laisse en commentaire me répondre à ça et créer le débat autour de vous pour qu'on puisse y répondre de façon saine et sympathique, s'il vous plaît, dans la bonne ambiance. Merci. Ce n'est pas parce qu'on voit faux qu'on est obligé de se faire insulter. Le but est de comprendre les tenants et les aboutissants des grands médias français et de ceux qui en sont les patrons pour qu'on puisse réagir ensemble. Il y a des gens qui sont ignorants, je le suis, donc ne venez pas m'engueuler, venez m'expliquer ce qui se passe. Voilà. J'ai été le premier d'ailleurs à avouer mes torts quand j'ai vu voilà, tout l'engouement, enfin le mauvais engouement autour du fait que Bolloré et que Kian Kojandi voulaient plus bosser avec Bolloré. Je le comprends tout à fait quand on voit les idées de ce monsieur, c'est clair et net, mais voilà, je veux juste qu'on soit clair là-dessus et qu'il n'y ait pas d'insultes. Les news sont terminées, j'en avais que deux, je vous l'avais dit, c'était la news numéro 3, il n'y en avait que deux, j'ai cassé la deuxième comme Brice de Nice. On va passer aux recommandations. Il y en a deux cette semaine. La première, c'est Nosferatu. Nosferatu, c'est un film américain. Je vais vous retrouver l'affiche parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Voilà. C'est un film américain de Robert Eggers, à ne pas confondre avec Bob Iger. Voilà. Ils n'ont pas le même nom, ça se dit pas pareil, mais c'est quand même assez proche. Robert Eggers, qui avait fait normalement voilà, The Lighthouse il y a quelques temps. Il avait fait The Northman aussi, qui avait pas forcément été unanime au niveau des critiques. Et il avait fait The Witch aussi à l'époque. Donc là, c'est un film avec Lily Rose Depp, Nicolas Hoult, Bill Skarsgård, William Dafoe. Il y a énormément de beau monde, un très très beau casting dans cette revisite du conte de Dracula, de Nosferatu. Le film, je crois que c'est un film de 1922, Nosferatu, 1922. Donc c'est une reprise, il y a déjà eu forcément le Dracula de Coppola, ce genre de choses, qui ont repris le conte du conte Dracula. Voilà, qui ici n'est pas reprise de façon moderne, hein. On reprend vraiment le conte d'origine, donc ça se passe dans une ville allemande. Un jeune homme est appelé à aller chercher un comte dans les Carpates qui se fait un peu vieux pour aller signer un papier, un compromis de vente pour un bâtiment abandonné dans cette ville allemande. Et il s'avère que sa compagne fait des rêves plus ou moins érotiques liés à un monstre qui se veut être le comte, le comte Dracula, Nosferatu. Voilà. Donc il va partir là-bas pour signer ce compromis de vente et va revenir avec un mâle qui le ronge. Et une fois ce compromis de vente signé, forcément, vous le connaissez, la légende de Dracula, il a été invité chez lui, il a une maison à lui, donc il peut aller dans cette ville allemande pour aller rechercher la promise de ce jeune homme.
qui elle pense être la solution à l'extermination de ce mal qui ronge tout le monde. Alors, c'est très beau, c'est très très beau. On connaît la patte de Robert Eggers, qui est cette patte très gothique, euh, qui est quand même assez reconnaissable. On reconnaît très vite, c'est quand même son troisième ou quatrième film, et on reconnaît très vite sa patte à lui. C'est quelqu'un qui a décidé d'être très carré sur ce qu'il essaye de représenter à l'image. C'est très très beau, ça monte en puissance, c'est assez intense. On frissonne en fait tout du long. Et pas que par le comte Orlok, donc Dracula, tous les acteurs sont assez bizarres, l'ambiance est très malsaine. Pour ceux qui ont joué au jeu Bloodborne, on est vraiment dans cette ambiance très victorienne, glauque, de ces villes abandonnées. Abandonnées. Ah, des villes abandonnées, pardon. Voilà, donc c'est vraiment très très chouette. Je n'ai pas beaucoup aimé le jeu de Lily Rose Depp. Je trouve que voilà, j'ai eu un peu de mal avec son jeu. Je pense que c'est lié tout à fait au personnage qu'elle a essayé de représenter et que c'est pas du tout de sa faute, hein. Voilà, je ne l'ai jamais vu dans d'autres films. Je sais qu'elle a tourné une série pour HBO à l'époque. Qui n'avait pas forcément remporté le succès critique à travers le monde, mais voilà, j'ai été gêné quand même par Lily Rose Depp. Bill Skarsgård est méconnaissable. Alors on connaissait, il avait déjà fait le clown dans Ça, la nouvelle version, partie 1 et partie 2. Il était déjà méconnaissable à l'époque. Et là, sous ce costume du comte Orlok, il est vraiment, vraiment, vraiment méconnaissable. Et c'est vraiment très intéressant. Il joue très, très bien. Il a cette prestance et cette carrure vraiment, vraiment très, très chouette. J'ai vraiment enfin, j'ai beaucoup apprécié son personnage. Le film est long. Le film est très long, à 2h12, pour assez peu finalement d'événements majeurs dans le film. C'est beaucoup de plans, de beauté, de mise en ambiance. Donc attention, si ça, ce genre de film ne vous plaît pas, vous risquez de très vite vous ennuyer puisqu'il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est pas un film d'horreur, attention, c'est un film d'épouvante avec des scènes horrifiques. Donc vous risquez de vous ennuyer. La beauté passe par l'horreur, mais ce n'est pas un film d'horreur. Et voilà. Et la dernière chose, c'est que malheureusement, le conte de Dracula, il a été vu et revu, et que cette reprise mot pour mot, enfin pas mot pour mot, mais en tout cas plutôt à la lettre du premier conte, elle paraît un peu kitschoun par moment, un peu facile aussi. Donc voilà, les règles n'étant pas réexpliquées par rapport à l'époque dans laquelle on est, ça peut être un peu compliqué. Parfois, on peut voir des choses un peu kitsch, des dialogues qui ne fonctionnent pas forcément à notre époque, ce genre de choses. Comme on voit par exemple le Comte de Monte Cristo, où les dialogues ont été réécrits pour ne pas faire trop pompeux ou trop pièce de théâtre. Et bien là, ce n'est pas le cas. Il parle à l'ancienne, entre guillemets. Donc voilà, ça peut parfois paraître un petit peu bizarre. Donc cette recommandation numéro 1, c'était Nosferatu. Je le fais assez vite, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de rester des heures dessus. Et la recommandation numéro 2, c'est un film qui sort demain. C'est un film qui sort demain, vous le savez, à chaque fois, c'est une recommandation déjà sortie et une recommandation de film qui va sortir. Celui-ci sort demain, nous sommes le mardi 4 février, donc il sort demain 5 février. Si vous nous écoutez en replay, le film est déjà sorti ce mercredi. Ça s'appelle La Pampa, c'est un premier film qui a été fait par Antoine Chevrolier, avec Saïd El Alami, Amaury Fauché et Damien Bonnard. On a également Artus qui joue dedans. Et c'est un film très sympathique. Pour un premier film, c'est très chouette. Alors attendez, je vérifie quand même que ce soit un premier film, que je me dise pas de bêtises. Alors, le réalisateur a déjà fait Baron Noir et Le Bureau des légendes. Donc voilà, il a déjà été scénariste aussi sur d'autres films, mais c'est son premier film. Il a travaillé sur des séries avant. Donc, Antoine Chevrolier, du coup, qui fait La Pampa, un film très sympathique, donc sur Willy et Jojo, qui sont deux amis d'enfance, ils sont meilleurs potes, et ils aiment faire de la moto. euh, Ils aiment faire de la moto, surtout Jojo qui est entraîné par son père, en fait, sur les terrains vagues du coin, à faire de la motocross. Et malheureusement, Jojo a un secret. Il avoue ce secret à Willy, qui l'accepte, bien entendu, parce qu'ils sont meilleurs potes et que ça a quand même peu d'importance finalement. Mais le village dans lequel ils vivent, qui est un village rural, disons-le, n'accepte pas ce fameux secret une fois qu'il est découvert. Et il y a un gros gros souci par rapport à ça, et donc forcément les choses vont mal tourner.
c'est important. C'est des films qui sont importants. C'est des films sur la jeunesse, c'est des films comme 20 Dieux, c'est des films qui montrent que, oui, le fameux Ah, Come Out from Age, c'est ça, le style de film américain. Vous me retrouverez vous le bon terme. Mais voilà, c'est ce passage à l'âge adulte obligatoire qui malheureusement arrive souvent à travers des malheurs qui sont, pour notre génération, en tout cas les personnes qui pensent de façon moderne, des choses qui nous paraissent aberrantes. L'homosexualité, le sida, la transsexualité, euh, le racisme, c'est des choses qui pour nous paraissent aberrantes et qui pourtant ont une place encore importante dans les zones rurales et dans les zones peu informées. Euh, et ça amène forcément à des conclusions dramatiques ou fatales. Et c'est ce qu'essaye de démontrer le film. Que malgré l'amitié qu'on peut porter aux autres, si, il y a toujours un problème d'acceptation avec la famille et ce genre de choses. Donc voilà. C'est un film qui est pas facile. Il y a un avertissement dessus, forcément. Mais voilà, Damien Bonnard joue super bien, il joue le père. C'est un père qui est en colère, c'est un père qui n'a pas pu aller là où il voulait aller, je pense, quand il était jeune, et qui porte cette colère en lui, qui essaie de la transmettre, qui essaie de transmettre une passion à son fils pour, voilà, pour essayer de pallier un petit peu à ce que lui n'a pas pu faire quand il était jeune. Et ça entraîne forcément des conclusions, encore une fois, dramatiques. Et c'est jamais bon quand les parents imposent à leurs enfants une frustration qu'eux ont eue quand ils étaient gamins. Voilà, donc La Pampa, c'est ça. Il y a aussi un peu d'humour, hein. C'est un film qui est très beau, qui vraiment, voilà, qui fait, il fait 1h45, c'est vraiment, ça passe vite. C'est vraiment très chouette. Je suis un peu moins en accord avec la dernière partie du film. Je vous en dis rien, vous irez me dire ça, vous viendrez me voir, peut en parler si vous voulez. Mais vraiment, allez le voir, La Pampa, c'est un film important. Ça fait partie de ces films français, ces drames français qui portent une nouvelle génération et qui portent un message qui est très important et qui le fait bien. On n'est pas face à ces films un peu aseptisés où quelqu'un de très cultivé ou très riche débarque pour venir voir quelqu'un qui est dans la sauce et qui l'entraîne dans son univers à lui en faisant comprendre qu'il n'y a pas que ça, etc., etc. Là, non, ils sont tous enfermés dans leurs propres problèmes, sauf un, sauf Willy, qui lui a l'air de vouloir aller plus loin, de vouloir s'en sortir, de vouloir aller à la grande ville pour voir un peu ce qu'il y a là-bas. Pas forcément pour y rester, mais juste pour comprendre pourquoi il vit là et savoir où est sa place. C'est ça l'important, savoir où est sa place. Donc voilà, La Pampa, très joli film, ça sort ce mercredi 5 février. Je vous le conseille vraiment, 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 vraiment. Allez le voir, c'est vraiment top. Je sais que ce mercredi, il y a Captain America qui sort au cinéma. Pas du tout. Je vous dis n'importe quoi. Cette semaine, c'est God Save the Tuche qui sort. Et je sais que vous avez tous très hâte de le voir. Mais vraiment, à choisir entre La Pampa et God Save the Tuche, allez voir La Pampa. Voilà. Vous avez également Maria de Pablo Larraín qui sort. Pablo Larraín qui avait fait le film sur Lady Di il y a quelques temps, qui s'appelait Spencer, qui avait été diffusé sur Amazon Prime, et également Jackie, sur Jackie Kennedy. Donc voilà, c'est un homme qui avait l'intention de faire une trilogie sur les femmes importantes qui ont marqué l'histoire. Et donc voilà, il a choisi ces trois femmes-là, Maria Callas, Jackie Kennedy et Lady Di. Vous avez également Présence, un film de Steven Soderbergh. Alors, Steven Soderbergh, moi, il me fait peur en ce moment. J'ai l'impression que c'est le Shyamalan numéro 2. Avec très peu de moyens, il essaye de faire des films voilà, qui sont peut-être un petit peu au-dessus de ce qu'il est possible de faire. Et surtout, il reprend des codes scénaristiques et de réalisation qui sont un petit peu dépassés ou qui, en tout cas, ont été déjà vus, pensant qu'il arrive avec quelque chose de nouveau. C'est un peu comme Robert Zemeckis, qui malheureusement a un peu de mal à rattraper son époque et qui devrait, comme ses amis du même âge, peut-être tout simplement s'arrêter et puis faire apprendre aux autres ce qu'il sait plutôt que d'essayer de continuer à faire des choses qui ne sont pas en accord avec son époque. Vous avez également 5 septembre, un film sur la prise d'otage aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Voilà, je me demande si d'ailleurs c'est pas la même thématique que Munich, le film de Spielberg que je n'ai pas vu. Donc voilà, pareil, je vous laisse
me dire si je me trompe. Vous avez également plein d'autres films qui sortent, Mon gâteau préféré, Une guitare à la mer, Détective Chinatown 1900. Donc voilà, n'hésitez pas, au cinéma, là en ce moment, il y a quand même pas mal de choses. Je suppose qu'il y a des choses qui arrivent aussi sur les plateformes. Je me tiens très peu au courant de ce qui se passe sur les plateformes actuellement parce que j'ai déjà pas le temps d'aller au cinéma, donc c'est surtout certainement pas les plateformes qui auront la priorité. Donc voilà. On est sur la fin de ce live, sur la fin de cette matinale. Euh, Merci beaucoup de l'avoir suivi en replay, merci beaucoup de l'avoir suivi en live, merci beaucoup de l'avoir suivi en podcast. Je vous rappelle le timing. Le mardi matin, vous avez la matinale en direct sur Twitch. Le jeudi, vous avez le replay sur YouTube. Et le dimanche, vous avez le replay en podcast. Petit retour en arrière, le vendredi, vous avez le Critflix toutes les semaines avec David où on vous fait l'actualité du cinéma et de la télévision en cours, en bref, et surtout les audiences et le programme télé. Ça, c'est important. Et la semaine prochaine, je voulais vous le dire et vous le saurez, la semaine prochaine, vous aurez la première interview de 2025, puisque Critflix, cette année, c'est aussi des interviews. Je vais essayer d'en avoir un maximum pour vous, que ce soit du cinéma ou de la télévision. Je vous avoue que je le fais aussi un petit peu pour moi, parce que j'adore discuter avec les personnes qui travaillent dans l'ombre et qui font le cinéma d'aujourd'hui et de demain. Et la première interview sera avec Amel Lacombe, du distributeur Eurozoom. Le distributeur Eurozoom fait énormément d'animations japonaises. Je suis ravi de l'avoir en première interview de 2025. De l'animation japonaise. C'est eux qui avaient notamment sorti Your Name en France, qui ont sorti Suzume. C'est eux qui avaient sorti Appleseed en 2005. Voilà. Et ils continuent encore maintenant, en tant que distributeur indépendant, à sortir, malgré les difficultés, des films discrets et indépendants et voilà, et des choses qui leur tiennent à cœur, que ce soit de l'animation japonaise ou autre chose. Ils ont toujours la vocation de sortir des films qui sont importants pour le cinéma et ça me fait très plaisir de l'avoir au micro de Critflix. Donc ben voilà, on arrive à la fin de cette matinale. Merci beaucoup à tout le monde et on se dit dans tous les cas à bientôt dans la semaine. Vous nous écouterez forcément à un moment dans la semaine, que ça soit jeudi sur YouTube, vendredi en podcast pour Critflix ou dimanche pour le replay de la matinale. Je vois que vous êtes de plus en plus à nous écouter et ça fait énormément de bien, ça fait très 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 plaisir. N'oubliez pas, la version Director's Cut de cette matinale sera disponible sur le Patreon, patreon.com/critflixmedia. Tout est offert gratuitement, c'est un Patreon qui est gratuit. Je vous mets tout pour l'instant en avance sur le Patreon. Il suffit de vous inscrire gratuitement. Vous créez un compte et vous venez nous follow gratuitement sur patreon.com/critflixmedia. Merci beaucoup à tous. Une très bonne journée à tout le monde si vous nous écoutez en replay. Et puis à mardi prochain en direct. À bientôt.